Gucci est considérée comme l'une des marques les plus en vogue au monde. Au cours de ses 100 ans d'histoire, elle a été portée par la royauté, les premières dames et toutes sortes de célébrités. Aujourd'hui, elle n'est plus exclusivement réservée à l'élite. Gucci est le symbole ultime du statut social. Et pourtant, tout a commencé avec un homme qui travaillait comme plongeur, serveur et groom. Le 26 mars 1881, Guccio Gucci est né à Florence, en Italie. Ses parents étaient des modestes commerçants qui fabriquaient des chapeaux de paille. On attendait de Guccio qu'il reprenne un jour l'affaire. Mais lorsqu'il eut 17 ans, l'entreprise fit faillite et la famille fut ruinée. Son père l'a donc chassé de la maison. Guccio s'enfuit en Angleterre à bord d'un cargo avec l'espoir d'une vie meilleure. À son arrivée, l'un des hôtels les plus célèbres de Londres l'a accueilli, l'hôtel Savoy. Il y travaille comme plongeur, serveur, groom et plus tard comme ascensoriste. Ce poste était très prestigieux, car l'hôtel était le premier au monde à disposer d'un ascenseur électrique et il donnait à Guccio une rare opportunité d'observer de près les clients riches et célèbres. Avec le temps, il a remarqué qu'ils voyageaient tous avec des sacs à main et des bagages élégants qui étaient plus que de simples objets fonctionnels. Ils étaient des symboles de statut social. Il a également vu qu'ils étaient obsédés par la qualité et se souciaient peu du prix. Après quelques années, Guccio a économisé suffisamment d'argent pour retourner à Florence et commencer une nouvelle vie. Il travailla dans un magasin d'antiquités, épousa une couturière du nom d'Aida Cavelli et fonda une famille. Emploi, femme, famille, tout semblait aller pour le mieux. Mais lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, Guccio a été contraint de quitter à nouveau son pays et de servir dans l'armée. Heureusement, il a survécu et est retourné à Florence lorsque la guerre a pris fin. L'économie de la ville était détruite, mais Guccio a trouvé du travail dans une entreprise spécialisée dans les produits en cuir de haute qualité. Le propriétaire a enseigné à Guccio les bases du métier, y compris le travail avec différents types de cuir. Guccio a rapidement appris et on lui a demandé d'ouvrir un nouveau magasin à Rome en tant que nouveau directeur. Cependant, sa femme Aida refusa de quitter Florence, si bien que Guccio n'avait d'autre choix que de faire des allers-retours. Chaque fois qu'il rentrait chez lui, il se languissait d'ouvrir sa propre boutique à Florence. Un dimanche de 1921, Guccio et Aida se promenaient dans Florence. Alors qu'ils marchaient dans une rue latérale étroite, ils découvrirent une petite boutique à louer. Aida encouragea Guccio à reprendre le magasin et à réaliser son rêve de posséder sa propre boutique à Florence. Grâce à la bénédiction d'Aida, Guccio n'a pas hésité longtemps et a pris toutes ses économies, plus un prêt d'une connaissance, pour réaliser son rêve. Il appela ce magasin Valigeria Guccio Gucci, mais il l'abrégea plus tard en Gucci. Le magasin proposait des sacs à main en cuir et des bagages que Guccio sélectionnait avec soin auprès des fournisseurs. Il commandait des produits en provenance de Toscane, d'Allemagne et d'Angleterre. De plus en plus souvent, Guccio devait commander des pièces uniques. Son expérience à l'hôtel Savoy lui a donné une idée de ce que les touristes fortunés étaient susceptibles d'acheter. Mais ses fournisseurs n'étaient pas en mesure de le lui proposer. Finalement, il en a eu assez de dépendre de ses fournisseurs et a ouvert un atelier pour fabriquer et réparer ses propres produits. Alors qu'il devenait de plus en plus populaire auprès des touristes fortunés et de l'élite locale, Guccio n'en continuait pas moins à se battre en secret. Sa famille et son personnel n'ont découvert la vérité que lorsqu'il n'a plus pu cacher ses larmes. Il avait l'air d'un homme qui risquait la peine de mort, se souvient l'un des employés de l'époque. Comme de nombreux entrepreneurs, Guccio a lutté pour réaliser des bénéfices au cours des premières années suivant l'ouverture. Les fournisseurs qui lui faisaient acheter des marchandises à crédit exigeaient d'être payés, et certains clients ne payaient pas ce qu'ils lui devaient. Guccio était à court d'argent. Pour payer ses factures, il n'avait pas d'autre choix que de céder à ce qu'il craignait le plus. À moins d'un miracle, je ne peux même pas rester ouvert un jour de plus,
a admis Guccio à sa famille et à ses collaborateurs. Le futur gendre de Guccio ne pouvait pas supporter de le voir souffrir de la sorte. C'est pourquoi il lui a proposé un prêt prélevé sur les économies qu'il avait réalisées pour épouser sa fille Grimalda Gucci. Il l'accepta humblement et, en quelques mois, il put rembourser entièrement le prêt et engager une équipe d'artisans. Chacun était responsable de manière autonome de l'achèvement d'un produit du début à la fin. Parfois, le travail consistait simplement à assembler 100 pièces différentes et durait en moyenne 10 heures. Alors que l'entreprise et l'équipe de Guccio se développaient, ce qui devait arriver arriva à nouveau. En 1925, le gouvernement italien changea. Le fascisme italien était au pouvoir avec Benito Mussolini. Plusieurs pays imposèrent des sanctions sévères au pays et Guccio ne pouvait plus acheter tout le cuir dont il avait besoin pour sauver son entreprise de la prochaine faillite. Il s'est donc lancé dans la fabrication de nouveaux produits. Il a commencé par fabriquer des sacs à main et des bagages en toile et en cuir. Le cuir n'était utilisé que pour les parties les plus courantes des produits. Plus tard, il a élargi sa gamme de produits à des accessoires tels que des ceintures, des portefeuilles et des chaussures. Son slipper a été le premier au monde à avoir une bride dorée. Pendant ce temps, l'un des fils de Guccio, Aldo, voyait plus grand. Il avait voyagé dans toute l'Europe et découvert que beaucoup étaient intéressés par les produits de sa famille. Pourquoi ne pas leur apporter Gucci, a pensé Aldo. Lorsqu'il lança l'idée d'une expansion dans d'autres villes, Guccio le critiqua, estimant que c'était trop risqué et doutant qu'il ne pourrait pas réunir les fonds nécessaires. Aldo resta persuadé qu'il s'agissait d'une grande opportunité et demanda en secret un prêt à sa banque. Guccio finit par céder et ouvrit un deuxième magasin à Rome, ce qui s'avéra être le salut de la famille. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté et que Rome est devenue une ville ouverte, les soldats ont afflué dans le magasin pour acheter tout ce qu'ils pouvaient rapporter chez eux pour leur mère, leur femme ou leur ami. Lorsque la guerre a pris fin, Guccio s'est efforcé d'obtenir des crédits auprès de plusieurs banques afin de maintenir les deux magasins. Et alors qu'il restait à court de stock, son équipe continuait à fabriquer des produits nouveaux et uniques avec ce qu'ils avaient. Parmi eux, du bambou dans des sacs en peau de porc. Au début des années 1950, Guccio a ouvert un troisième magasin à Milan. Comme ses fils Aldo, Rodolfo et Vasco étaient loin de chez eux, ils se sont envolés en secret pour New York afin de trouver un emplacement pour leur premier magasin américain. Avec eux, un crédit de $6 000. Ils ont opté pour un petit magasin près de la 5e avenue. Lorsque Guccio a appris la nouvelle par un télégramme, il était furieux. « Rentrez immédiatement à la maison, bande de fous !» a-t-il télégraphié. Pour lui, le projet n'était rien d'autre qu'un plan sans queue ni tête. Mais une fois de plus, il a cédé sans le savoir. Et maintenant, le plus important, c'est que 96% de nos viewers sont chez nous sans abonnement. En t'abonnant gratuitement et en aimant, tu nous aides à continuer à créer de telles vidéos. Cliquez donc sur le bouton j'aime et faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Un an plus tard, Guccio ouvrait sa première boutique américaine à New York. Ce magasin est entré dans l'histoire comme l'une des premières marques italiennes à posséder son propre magasin dans la ville. Elle était connue comme l'une des marques les plus exclusives d'Europe. Des personnalités royales et éminentes du monde entier étaient fans, notamment la reine Elisabeth II, la princesse Grace de Monaco, Jackie Kennedy, Sophia Loren, Elizabeth Taylor et Katharine Hepburn. Il était clair que New York n'était que le début d'une expansion mondiale et que la famille Gucci avait beaucoup à célébrer. Mais 2 semaines après l'ouverture de leur magasin, les festivités se sont arrêtées. Guccio est mort d'une crise cardiaque alors qu'il s'apprêtait à aller au cinéma avec Aida. Dans son testament, il laissait Gucci entre les mains d'Aldo, Rodolfo et Vasco. Sa fille Grimalda, dont le mari avait autrefois sauvé l'entreprise de la fermeture, n'a rien reçu. C'est pourquoi elle a essayé de se battre avec ses frères pour obtenir une part de l'entreprise, mais elle est revenue bredouille. Ensuite, les affaires ont continué comme d'habitude. Aldo s'est concentré sur l'expansion de Gucci à l'étranger.
Rodolfo gérait le magasin de Milan et Vasco dirigeait l'usine de Florence. Pendant ce temps, la réputation de Gucci parmi l'élite grandissait. Tout cela grâce à un produit que beaucoup trouvaient bizarre. Les mocassins de Gucci. Lorsque Gucci les a lancés à New York, les talons aiguilles faisaient fureur. Mais peu après, les femmes ont découvert le confort et le chic qu'offraient les mocassins. Finalement, ces chaussures sont devenues un must-have pour les hommes également. Des hommes comme Frank Sinatra étaient connus pour en avoir une grande collection. Au cours des années suivantes, Gucci a continué d'étendre son succès en ouvrant des dizaines de boutiques dans le monde entier et en se développant dans les domaines des vêtements, des parfums et des montres. Il continuait à être connu comme un symbole de statut social intouchable. 2 ans plus tard, l'histoire allait se répéter. Après avoir lancé Gucci, des parfums et des montres, Vasco est décédé d'un cancer. Il n'avait pas d'enfant. Ses parts dans Gucci ont été transmises à sa veuve Maria. Aldo et Rodolfo les ont rachetés et ont partagé les parts à 50-50. Plus tard, Aldo a partagé 10% de ses parts avec ses fils, Giorgio, Polo et Roberto. Cependant, Rodolfo a refusé de donner ne serait-ce qu'une seule part à son fils unique, Maurizio. Alors que les fils détenaient ensemble une petite participation dans l'entreprise, il était inévitable qu'ils doivent continuer à développer les activités de Gucci. Les affaires de Gucci avaient été multipliées par 25 au cours des 10 dernières années. Pourtant, Giorgio, Polo et Maurizio ne semblaient pas avoir envie de respecter leur engagement et se sont même rebellés. Giorgio a ouvert en secret sa propre boutique en utilisant le nom de la famille. Polo créa sa propre marque et fit même emprisonner son père pour fraude fiscale. Après la mort de Rodolfo, Maurizio s'est vu confier la moitié de l'entreprise et il a mis Aldo à la porte à partir de ce moment-là. Maurizio a eu faim d'encore plus de pouvoir. Il était convaincu que cela n'était possible qu'en rachetant sa famille. Mais il n'avait pas assez d'argent et devait trouver un investisseur. Les banquiers étaient fascinés par l'idée, mais étaient sceptiques quant à la possibilité d'une transaction en raison de l'implication de la famille. Heureusement, il y avait une société d'investissement privé, Investcorp, qui était assez folle pour prendre le risque. Ils étaient peu connus dans le monde de la finance, mais ils avaient fait fortune en rachetant Tiffany & Co en 1984 et en l'introduisant en bourse en 1987. 2 ans après la signature du contrat, Maurizio avait réussi à racheter sa famille. Mais sous sa direction, les jours de gloire de Gucci étaient terminés et l'entreprise commençait à perdre 30 millions de dollars par an. Investcorp a accepté de sauver l'entreprise à une condition. Maurizio n'était plus aux commandes. En 1993, il vendit les actions Gucci qui lui restaient pour 170 millions de dollars. Le 27 mars 1995, un assassin a abattu Maurizio Gucci sur les marches de son bureau alors qu'il se rendait au travail. Son ex-femme Patrizia Reggiani a été condamnée en 1998 pour un meurtre commandité. Selon le ministère public, les motifs de Reggiani étaient un mélange d'envie, de cupidité et de ressentiment envers son ex-mari. L'affaire a fait les gros titres dans le monde entier et ils ont surnommé son ex-femme la veuve noire de Gucci. Les procureurs ont affirmé que Patrizia Reggiani voulait prendre le contrôle de la fortune de Gucci et empêcher son ex-mari d'épouser sa nouvelle partenaire, Paola Franchi. Un futur mariage réduirait en effet de moitié son argent de poche. Après plus de 70 ans de gestion familiale, c'est la première fois dans l'histoire de Gucci qu'aucun membre de la famille Gucci ne participe plus à la gestion de l'entreprise. L'héritage de Guccio a été repris par Investcorp et son nouveau directeur créatif, Tom Ford. Il a remplacé l'ancien look de Gucci par du glamour et bientôt, tout Hollywood est devenu fou de Gucci. Dès lors, il créa chaque saison plusieurs pièces incontournables. Ces créations audacieuses ont permis à Gucci de réaliser des bénéfices records de plus d'1 milliard de dollars par an. Aujourd'hui, Gucci vaut plus de 17 milliards de dollars et est l'une des marques de luxe les plus en vue et à la croissance la plus rapide au monde. Après une bataille de rachat entre LVMH, c'est-à-dire la marque issue de la fusion entre Moët Hennessy et Louis Vuitton, entre 1999 et 2002,
Gucci appartient depuis 2000 presque entièrement, à savoir à 99%, au groupe de produits de luxe Kering à Paris. Le directeur de LVMH, Bernard Arnault, a commencé à acheter des actions Gucci en 1999. Craignant une prise de contrôle, Gucci a mis de nouvelles actions sur le marché afin de diluer la part d'Arnault dans l'entreprise. C'est l'histoire de la façon dont un plongeur a construit une marque de luxe de plusieurs milliards de dollars, qui a survécu à une série de guerres, de faillites et de crises familiales. En t'abonnant et en aimant, tu nous aides à continuer à créer de telles vidéos. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras certainement celle-ci aussi.